Bienvenue et merci d'être là en direct sur LN24 au cœur d'un pays qui est passé une nouvelle fois par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel aujourd'hui. Nous serons d'abord au cœur d'un lieu très particulier, l'Institut Notre-Dame à Anderlecht. C'est là qu'un enfant de 3 ans a été agressé sexuellement par un surveillant qui, figurez-vous, n'a même pas été choisi par l'école, a été choisi par une ASBL. Alors qui décide de ces profils? On tranchera la question dans un instant. Nous parlerons de Jeff Bezos, l'un des trois plus grands milliardaires du monde, oui mais qui roule, semble-t-il en ce moment, dans une voiture belge. Que fait-il dans une voiture de chez nous? Nous aurons la réponse pour vous dans un instant. Nous serons aussi du côté de Tournai qui se mobilise ce soir pour la Palestine, mais aussi pour l'un de ses ressortissants, quelque part, l'un des enfants du coin. Il s'appelle Youssef Swat. Il est en ce moment détenu par les autorités israéliennes. On sera sur place avec Lionel Kremer au cœur de la mobilisation. Et puis, une actrice qu'on aime par-dessus tout, une actrice qui est en Belgique en ce moment, Odile Villemain. Vous l'avez connue notamment dans la série Profilage. Elle vient pour le WAF, le festival du film historique à Waterloo, mais elle sera avant ça de passage dans ce studio aux côtés d'un homme qui attend sa dédicace. Il s'appelle Jordan Renard, il est déjà prêt pour le selfie. À côté de lui, une journaliste, créatrice de contenu pas comme les autres, Camille Torlinden. À l'autre bord, il y a un jubilaire, on en parlera dans un instant, Michael Pachen et le meilleur avocat du pays, Steve Gris. Le casting est complet. Oui, désolé Steve, je vous mets un petit coup de la pression avant de lancer le générique. 100% belge, c'est parti, ça démarre maintenant. C'est pourri, gamin! Je viens de me faire carjacker. Quelle clette ce paye. Je vends des cornichons. Je l'ai dit, bordel! Je l'ai dit! Enlève la chaise à papy tout de suite! Allons enfants de la patrie. Nous devons absolument fêter un anniversaire ce soir et pas n'importe quel anniversaire. Michael Pachen, l'homme le plus jeune de ce plateau. Celui qui fait tout pour rester jeune, la preuve, avec sa chaîne Twitch. Hein, vous avez quoi? 25, 26, 27 ans maintenant que vous êtes sur les réseaux. Alors j'ai 65 ans d'après la police, 35 selon les organisateurs. D'après les organisateurs. C'est ça en fait, c'est un peu le truc. Oui c'est vrai, je suis sur Twitch tous les soirs, je m'amuse beaucoup. Et ce soir je fais une spéciale anniversaire d'ailleurs. C'est vrai? J'attends que les gens m'offrent des cadeaux. Ça m'arrange pas. Je sais pas ce qui va se passer. D'habitude c'est l'inverse, mais là je voudrais bien que ce soit le contraire. Ça m'arrange pas parce qu'on avait un cadeau à vous offrir, un petit dîner romantique, figurez-vous. Oh. Un dîner aux chandelles qu'on voulait vous offrir en compagnie d'un vieux camarade, Jordan, puisque LN24 est l'occasion de vous rassembler. Ben, on a réservé une petite table pas loin d'ici. Je sais pas si ça vous branche, Mickaël, ou si vous préférez passer la soirée sur Twitch. Bah, c'est-à-dire que je sais ce qu'il bouffe et honnêtement je suis pas sûr d'avoir envie de partager ça avec lui. Mais il vous l'offre. Enfin, il nous l'offre. C'est gratuit! C'est trop bien. Si c'est gratuit, c'est dans nos prix! C'est gratuit, c'est gratuit, c'est pas tout à fait dans le prix. L'entrée est gratuite, quoi, le premier verre. Oui, c'est ça. Après, on doit voir. L'entrée dans la salle. Oui, Super, exactement. on n'est pas des plats, Vous avez déjà vu d'accord, ce qu'il très bien. boit Franchement, moi, je pense, lui, il boit. Donc, Le Oh, portement. on dit donc le menteur. Ah, on me dit en régie que c'est hors budget malheureusement, donc on va trouver une solution d'ici la fin de l'émission. Merci. Nous lançons un appel aux dons pour offrir ce dîner aux chandelles à Mickaël et à Jordan. En attendant, c'est vos visages qui sont au cœur de l'actualité. Il est l'heure de les voir et de faire connaissance avec vous. 3 visages qu'on voulait mettre à la une ce soir. D'abord celui de Marie-Noëlle Donneau. C'est la présidente du pouvoir organisateur du côté de l'Institut Notre-Dame à Anderlecht, école qui fait beaucoup de bruit. Catherine Fonck, notre ancienne députée et même ancienne ministre, qui repart travailler en tant que médecin. Et puis Youssef Swat, ce chanteur belge qui a fait la une de la presse musicale, mais qui désormais fait la une de la presse politique, puisqu'il est détenu en Israël en ce moment. On en parlera dans un instant. Mais d'abord, arrêtons-nous sur le visage de Marie-Noëlle Donneau, avec le scandale dont tout le monde parle depuis 48 heures. Vous le savez, un enfant de 3 ans a donc été agressé sexuellement dans une école du côté d'Anderlecht. C'est l'Institut Notre-Dame. Voilà quelques images de l'école en question. Elles font le tour des réseaux sociaux et des chaînes de télévision. Alors à propos de cette fameuse agression sexuelle, la présidente du pouvoir organisateur a tenu à remettre les choses au clair si tant est que ça puisse se faire. Cette personne était dans un état de sidération tel qu'il lui a été impossible de s'exprimer. Certes, cette personne a tardé à signaler les faits, je le déplore, tout le monde le déplore, mais néanmoins je tiens quand même à souligner son courage parce qu'elle a parlé. Elle parle de l'institutrice qui a mis un peu de temps avant de dénoncer les faits. Je crois que c'est 6 jours. L'école elle-même a mis 4 jours après avant d'avertir les parents. Des parents qui sont remontés en partie. Regardez ce témoignage. Durant une garde pour la sieste, une assistante maternelle s'est absentée, lui a demandé donc au fameux surveillant en question de garder 2 enfants. Le temps qu'elle revienne, au bout de 15 minutes, elle a ouvert la porte et l'a surpris allongé nu derrière un enfant, lui aussi nu. Je vois Mickaël et là on change totalement d'ambiance par rapport à l'anniversaire. Votre regard sidéré et presque les poils qui se dressent quand vous entendez ça.
J'ai pas de mots, 3 ans, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Qu'est-ce qui peut passer par la tête de quelqu'un pour faire ça? 3 ans, vous vous rendez compte? On n'a pas de mots, on va néanmoins tenter de trouver une explication, Camille, ce soir, parce que le plus fou dans cette histoire, c'est que le surveillant n'a pas été choisi, n'a pas été engagé par l'école elle-même, il a été engagé par une ASBL qui est liée à l'école. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Parce qu'on ne comprend pas très bien qui engage qui dans cette histoire. Donc, pour la surveillance des enfants à l'école maternelle et primaire, chaque école est libre d'organiser son temps de midi comme elle le souhaite. Donc elle peut engager elle-même un surveillant ou elle peut confier cette mission à un tiers, une ASBL, c'est totalement légal. Ces surveillants, ils doivent juste répondre à quelques conditions, il y en a 3. Elles doivent du coup avoir une conduite adaptée à la fonction, elles doivent jouir de ses droits civiques et politiques, elles doivent avoir un certificat médical récent. Mais à part ça, n'importe qui peut être nommé surveillant. C'est l'école et le pouvoir organisateur qui est responsable. Certificat de bonne vie et mœurs ou certificat médical? Certificat médical récent. C'est ce que j'ai reçu de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Qui dit quoi? Qu'il n'a pas de grippe, qu'il n'y a pas d'angine? Enfin, je ne comprends pas. Vous demandez un contrôle accru par rapport à ce type de profil. À partir du moment où on est au contact avec les enfants, il en faut plus. Mais il faut minimum une formation, enfin, minimum être conscient de ce qu'on fait, d'avec qui on est. Enfin, alors, je sais pas, puisque l'école, Mickaël, n'a pas désigné le surveillant en question, intéressons-nous à l'ASBL qui s'est occupée de le sélectionner, de le choisir. Cette ASBL, voici son président. Il est très jeune, ce qui n'est pas un reproche. Il s'appelle Selim. Il est donc président de l'ASBL Kids Explorer. Cette ASBL, elle a donc engagé l'animateur. On sait quoi de cette ASBL? Comment est-ce qu'elle a fait son choix, puisque c'est elle qui est derrière tout ça? En fait, c'est une ASBL qui propose des activités pour les enfants de 3 à 12 ans sur Bruxelles. Elle est toute jeune, mais donc elle a été créée en juin 2024. Alors, toute jeune ne veut pas dire non plus insouciante. Donc j'ai eu le jeune homme Selim Belabed, le président au téléphone, et il m'a expliqué que en fait il n'est pas tout seul dans le conseil d'administration. Il y a tous les styles, tous les genres et tous les âges dans le comité d'administration. Et alors il a bien expliqué que évidemment que cette personne avait un certificat de bonne vie et mœurs quand on l'a engagé. Maintenant, on regrette les faits. C'est très compliqué à gérer. Maintenant, à côté de ça, quand ils l'ont engagé, tout était vert. On a quand même confié, puisque le président, en l'occurrence, a 18 ans, on a donc confié l'engagement d'un surveillant qui va être au contact avec des très jeunes enfants à quelqu'un qui a 18 ans, qui sort de l'école ou à peu près. C'est pas un reproche, mais il faut resserrer 2-3 boulons, là, Steve. Il y a un truc qui nous échappe. Oui, clairement. Ça pose question de savoir comment est-ce qu'on choisit ça. Alors, certificat de bonne vie et mœurs, ça veut simplement dire qu'on n'a pas eu de condamnation. Alors, le fait d'avoir pas eu de condamnation... Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais rien fait. Voilà, qu'il n'y a pas d'antécédent de condamnation. Connu, en tout cas, oui. D'antécédent connu. En tout cas, c'est connu à partir du moment où ça a été décidé par une décision de justice. Mais évidemment, ce n'est pas la garantie que la personne est saine. Alors, évidemment, on peut se poser la question de pourquoi avoir demandé à une ASBL qui semble être nouvelle et peu d'expérience, de nouveau, sous réserve, mais de désigner quelqu'un à un poste aussi important, c'est-à-dire s'occuper de jeunes enfants. C'est une vraie question et une question de responsabilité de l'ASBL peut être envisagée. Je ne dis pas qu'elle sera envisagée, je dis qu'elle est envisageable. À un moment donné, on parle de nos enfants, c'est la prunelle de nos yeux, de vos yeux, c'est la prunelle de la société. Prenons toutes les précautions possibles et imaginables pour minimiser le risque. Et en l'occurrence ici, Jordan, ça n'a pas été fait, il faut le dire. Oui, maintenant, le président m'a dit, je vous cite ce qu'il m'a expliqué, il m'a dit que avant ces faits, les familles et les parents étaient très contents de cette personne. Je mets des réserves parce que c'est ce qu'il m'a expliqué. Et avant cela, il ne s'était rien passé. Et évidemment, moi, personnellement, je me questionne sur le fait comment on pourrait savoir plus qu'avoir. Oui, comment. Enfin, on va pas faire une enquête de voisinage. Est-ce qu'il a une formation? Est-ce qu'il a une formation pour pédagogique à un moment donné? Je veux dire, c'est un métier. Là où je comprends, c'est que la formation, ça n'empêche pas à un moment donné quelqu'un d'avoir un pet au casque. Oui, tout à fait. Dans certains métiers, pour certaines fonctions, il faut une étude psychologique. Est-ce qu'il faut aller jusque-là pour des surveillants? Peut-être. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe dans d'autres métiers. Et qui peut être envisagé. Deuxième visage dont on voulait vous parler ce soir au cœur de cette Belgique, c'est le visage de Catherine Fonck, que vous connaissez bien. Vous savez qu'on accuse souvent les politiques d'être un peu dans ce registre et ce discours-là. Paroles, toujours des paroles. Sauf que Catherine Fonck, elle avait promis une chose, ne pas se présenter aux élections en 2024 et retourner travailler dans la société civile. Eh bien, elle a tenu sa parole. Regardez ça, Catherine Fonck est redevenue médecin et elle est ravie, c'est elle qui le dit, de rejoindre maintenant officiellement le service de néphrologie et de dialyse du grand hôpital de Charleroi. Un engagement qui fait sens pour elle. Elle a une formation de médecin, Mickaël. Oui. N'empêche qu'avec sa carrière politique, ça fait
quasiment 20 ans à peu près qu'elle n'avait pas pratiqué. Il a fallu se remettre à jour, reprendre les bases. Elle a dû suivre une petite formation express. Ah, plus que ça, plus qu'une formation, puisqu'elle a repris une année d'études, carrément une sorte de remise à niveau théorique et pratique. Elle est allée à Strasbourg en néphrologie, à l'université de Strasbourg, et plus précisément en technique d'épuration extra-rénale. Donc on peut dire qu'elle a donné le coup de rein nécessaire pour reprendre son métier. Et pas mal. Et il en faut du courage pour retourner à l'hôpital en ce moment. Regardez ce qui s'est passé encore au CHU Bruckmann. Une agression, presque au couteau, mais en tout cas avec un bris de miroir d'une jeune stagiaire qui a failli laisser, je ne vais pas dire sa peau, mais en tout cas une partie de sa vie et une partie de ses traumatismes personnels. On est quand même très loin, Camille, de l'époque où on applaudissait le personnel soignant aux fenêtres. On se souvient de ces images du Covid. On a l'impression qu'on a basculé dans un autre univers, là, aujourd'hui. Je trouve ça un peu triste parce que c'est quand même toujours un métier qui est honorable. Moi, ma sœur, elle fait des études de médecine. Là, je vois à quel point elle travaille de manière assidue, acharnée. C'est un métier noble et je trouve qu'on devrait continuer de les applaudir malgré le fait qu'on soit... On devrait peut-être remettre ça au bout du jour. Peut-être pas tous les soirs, Mickaël, mais une fois par semaine. Voilà. Allez, applaudissez. Vous savez quoi, voilà. On relance la mode directement. Et ce n'est pas une mode, c'est une nécessité de prendre soin de notre personnel soignant. Troisième visage. Ce visage, c'est celui de Youssef Swat. Youssef, que vous connaissez bien, il a remporté un concours prestigieux sur Netflix, avec ce titre-là notamment. L'espoir, les petits ne savent pas quoi en faire. Ils ont plus de chances de se faire buter par un flic que par le cancer. Putain de réalité fêlée. On a des problèmes que même 100 cas ne peuvent pas régler. On m'a demandé un hit, tant pis pour les radios. J'ai fait une chanson triste, tant pis pour les 100 000 euros. Je resterai moi-même jusqu'au dernier refrain. Générique de fin. Artiste, rappeur qui cartonne, oui, mais artiste qui s'engage aussi. Il fait partie de la flottille qui est à vocation humanitaire et qui a pris la destination de Gaza, sauf que cette flottille, et la sienne en particulier, a été arrêtée hier. Il a publié aujourd'hui, et on se doute que tout ça a été programmé à l'avance, ce message sur ses réseaux sociaux. Je m'appelle Youssef Reziki, je viens de Belgique, et si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés en mer et que j'ai été kidnappé par les forces d'occupation israéliennes ou par les forces d'un pays participant au génocide d'Israël contre les Palestiniens. J'en appelle à tous mes camarades, à mes amis, à ma famille pour qu'ils fassent pression sur le gouvernement belge afin d'exiger ma libération immédiate. On ne va pas entrer dans un débat ce soir. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas, la flottille? Est-ce qu'il fallait partir comme ça? Ce n'est pas le sujet de la discussion. Reste à savoir si Youssef, aujourd'hui, il est protégé par la Belgique ou pas. Est-ce qu'on peut garantir qu'il va être rapatrié dans les 48 heures? Parce que, je ne sais pas, moi, Steve, il y a des accords entre la Belgique et Israël par rapport à ses ressortissants. C'est une question complexe. On va déjà bien nommer les choses. Il n'est pas victime d'un kidnapping. Le kidnapping, c'est quand on enlève quelqu'un moyennant une contrepartie, une rançon. Il a été arrêté. Il a été arrêté. La question n'est donc pas le kidnapping, je l'ai vu dans tous les médias, c'est un terme qui est erroné. La question est, est-ce qu'il a été arrêté légalement ou illégalement? C'est une autre question, qui est une question complexe. Les juristes sont divisés en droit international sur le droit de la mer. Alors, est-ce qu'il va pouvoir rentrer dans les 48 heures? En principe, il n'y a pas d'accord bilatéral entre la Belgique et Israël. Il y a une convention européenne d'entraide en matière pénale, mais qui ne définit pas de délai minimal. J'ai été voir le droit pénal israélien qui indique qu'on peut retenir quelqu'un en garde à vue entre un délai de 72 heures et de 15 jours. Si on regarde le précédent, en tout cas de ceux qui sont revenus hier en Belgique, on peut s'attendre à ce que l'arrestation dure un maximum de 3 ou 4 jours. Le droit pénal israélien, et il a bossé, notre avocat. Quand je vous disais qu'on avait le meilleur du pays ce soir sur ce plateau, j'ai l'impression que le titre n'est pas usurpé. Mais ce n'est pas pour ces recherches. C'est important parce qu'il faut bien nommer les choses dans un sujet complexe. Sinon, on part dans des questions qui ne seront jamais résolues. Elles sont déjà suffisamment difficiles à résoudre. Il dit kidnapping par provocation, j'imagine aussi. Oui, mais c'est mal nommer les choses et c'est important. Il a été arrêté, peut-être irrégulièrement, mais arrêté. Je connais un philosophe qui disait « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Eh bien, vous venez de le prouver quelque part par A plus B en distinguant le terme de kidnapping et d'arrestation. Dans un instant, nous changeons de décor et nous partons du côté des Auprelles, où là, il n'est pas question de kidnapping, mais vous allez le voir malgré tout, de scènes de crime. En attendant, on s'intéresse encore un instant à Youssef Swat et on part du côté de Tournai, retrouver l'envoyé spécial. C'est à Tournai, en effet, qu'on retrouve Lionel Kremer, qui est notre envoyé spécial ce soir. Tournai qui a décidé de se mobiliser, en particulier par rapport au peuple palestinien. Il va se passer quoi concrètement? Parce qu'il y aura un symbole un peu particulier qui va être, entre guillemets, dégainé par l'ensemble des manifestants ce soir.
Ouais, bonsoir Thibaut, bonsoir à tous. Je suis effectivement ici sur la place Paul-Émile Janson à Tournai. Une place qui va d'ici quelques instants, très précisément à partir de 19h, se transformer en un véritable océan de petits bateaux en papier. Alors ça consiste en quoi? Ce seront donc des milliers de bateaux en origami qui vont être déposés sur le sol en soutien à la population gazaoui, mais aussi, vous l'avez dit un peu plus tôt, à ces flottilles humanitaires qui tentaient encore aujourd'hui de rejoindre Gaza. Une initiative qui est née de l'idée de quelques Tournaisiens, parmi lesquels Margot. Je vous propose de l'écouter. On a surtout agi avec l'urgence au trip en tant que citoyens, citoyennes, l'envie de se mobiliser, de se rassembler et de visibiliser ce qui se déroule à Gaza, le génocide reconnu par l'ONU. Et puis voilà, ça a pris de l'ampleur et on est très heureuse que ça ait pu toucher autant de monde. On sait qu'on a des pensionnés qui ont ramené, qui ont fait avec leurs enfants des petits bateaux. On sait que ça a été réalisé dans des classes d'alphabétisation, que ça a été réalisé dans des maisons de jeunes et donc que ça a vraiment percé les murs aussi de solidarité qui peuvent exister dans notre cité. Voilà, en quelques jours, ce ne sont pas moins de 2000 bateaux qui ont été collectés, avec sur beaucoup des petits mots, des mots d'encouragement, des dessins, ce qui prouve que de nombreux citoyens ont bien répondu présent à l'appel. Je vous propose d'écouter Célia, l'une des citoyennes qui est venue encore il y a quelques instants apporter ses propres bateaux. On reste pas insensible face à tout ce qu'on peut voir, entendre, toutes les images, toutes les histoires pour le peuple gazaoui, tout ce qu'ils sont en train de subir et de montrer qu'on pense à eux et qu'à notre échelle, on peut agir et faire passer un message. Alors ce soir, pas de grand rassemblement, pas vraiment de slogan, simplement une action qui sera poétique, silencieuse et qui va permettre à cette place Paul-Émile Janson ici à Tournai de devenir le temps d'une soirée un lieu de mémoire et de recueillement. Profite Lionel, puisque vous êtes dans sa ville, sur son terrain de jeu, est-ce qu'on a des nouvelles de Youssef Souad qui est un peu l'enfant du pays ? Alors Thibaut, pour l'instant, effectivement, l'information elle est plutôt limitée. On le sait, comme vous l'avez dit, que le rappeur tournaisien Youssef Souad ainsi que la députée Bénédicte Linard ont bien été interceptés par l'armée israélienne ce matin. Ces deux Belges sont toujours à l'heure actuelle retenus par cette même armée. Alors ce soir, vous en doutez, il y aura bien évidemment une pensée ici à tourner pour eux. Et puis cet océan de bateaux en papier sur cette place sera peut-être une manière symbolique aussi d'envoyer du soutien à Youssef Souad depuis sa ville natale. Merci Lionel d'avoir tracé les contours de ce rassemblement. Camille, je sais que vous êtes devenu très ami, voire presque intime avec Jordan. Est-ce que vous connaissez tout de lui ? De Jordan ? Ouais. Non. Pas encore tout ? Vous savez que cet homme-là était à l'école avec Youssef Souad. Ah vraiment ? Ah ouais. Mais qu'ils n'avaient pas les mêmes notes. Il a l'air sympathique, il était sympathique ? Oui, très sympathique. Il était surtout meilleur que lui en français. Ah non, vraiment ? Oui, pour la petite anecdote, ma prof de français disait toujours, je lis la dernière copie des examens, la dernière copie c'est toujours Youssef Souad, voilà, pour un peu se consoler de tous les bêtises qu'elle a lues avant. Mais depuis, Jordan l'a largement rattrapé et fait une carrière ô combien brillante. La preuve avec votre présence sur ce plateau. Il est l'heure de continuer à parler de vous et à faire le tour du pays. Et nous serons ce soir du côté des Auprelles, où il se passe des choses, notamment au niveau des dépôts clandestins. Nous serons à Ixelles, où les animaux viennent prêter compagnie, y compris aux morts. Oui, c'est pas une blague. Et puis nous serons du côté de Liège, où là encore, ça s'agite beaucoup en ce moment. D'abord, première escale du côté des Auprelles. Les Auprelles qui est devenu le lieu d'une scène de crime. Regardez ce petit village bien tranquille, cette commune bien tranquille. Eh bien, figurez-vous que l'ambiance est à l'enquête criminelle, ou presque. Face au problème des dépôts clandestins, on a en effet décidé de créer une vraie scène de crime. Regardez, c'est dans la presse aujourd'hui. Scène de crime reconstituée, et on en est très fiers sur place. On assume l'opération de communication. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a une scène de crime par rapport à un dépôt clandestin, et ce dépôt clandestin a été identifié comme tel. La scène de crime permet de dire aux contrevenants, voilà, vous avez 48 heures maximum pour venir chercher vos déchets, après on passe à l'action, après on passe à l'amende. En régie, on trouve ça complètement nul. Je ne veux pas balancer, mais on trouve ça complètement nul comme opération. C'est leur avis, évidemment. Ce n'est peut-être pas le nôtre et le vôtre, Jordan. Alors, il y a cette histoire. On a 48 heures d'après les infos qui nous parviennent, pour effectivement faire marche arrière et récupérer son dépôt clandestin. Ça marche comment cette histoire de 48 heures ? Parce que si je me fais avoir, je pourrais toujours dire, mais vous savez, je suis dans le délai de 48 heures, je les ai déposés hier ou avant-hier. Oui, enfin, vous avez quand même déposé plein de broles à terre, donc vous n'êtes pas en position de négocier, quoi. En gros, en fait, la commune, elle a vraiment souhaité donner une deuxième chance et conscientiser les délinquants, on va les appeler comme ça, parce que franchement, c'est un délit, alors,
peut-être pas vraiment un délit, on en reparlera après. Mais attention au poids des mots, hein, l'avocat est là. L'avocat, le meilleur avocat du pays est là. Tout à fait, j'ai vu vos yeux. Alors, en tout cas, c'est une bêtise. En gros, c'est une grosse bêtise. Et ils disent à la commune, si vous venez chercher vos brols dans les 48 heures, vous n'allez pas avoir de sanctions, vous n'allez pas être amené à payer, etc. C'est un sursis, quoi. C'est une deuxième chance. Exactement, c'est vraiment leur dernière chance, parce qu'après, la commune a dit... il n'y aura pas d'autre chance. Au-delà de ces 48 heures, il sera question de sanctions. Et voilà, les sanctions, elles peuvent être différentes. Justement, puisque vous avez fait de l'œil à notre avocat numéro 1, Steve, qu'est-ce qu'on risque avec un dépôt clandestin, vous qui connaissez ce genre de dossier par cœur? C'est quoi la sanction ultime? Alors, ultime, je ne dirais pas. Je dirais la sanction traditionnelle. D'abord, pour en revenir, c'est une infraction pénale. C'est une infraction. Qui est une infraction, qui est une contravention, pas un délit, parce que c'est de moindre importance. Mais... c'est sanctionné de manière administrative. Prends ça sur les doigts. Hein. C'est pour ça que je l'ai regardé. Mais hop, la petite claque. Il avait tout à fait raison en disant que c'est une infraction. Maintenant, c'est sanctionné par des sanctions administratives communales, généralement. Donc, on ne passe pas au niveau pénal, on passe au niveau administratif. Et chaque commune a des tarifs qui varient. J'ai regardé à la grosse louche, on est entre 200 et 500 euros pour... l'amende, attention, avant la récidive, sans les frais d'enlèvement et sans les autres frais qui vont avec. Il va de soi que si vous avez un certain nombre de récidives, selon les règlements communaux, ça va commencer à chiffrer et les frais d'enlèvement seront certainement plus importants. Donc il y a des sanctions qui sont effectivement appliquées. Peut-être pas au niveau pénal, mais au niveau administratif communal. Si vous voyez la main de Jordan un peu rouge, c'est pas c'est la petite tape qui vient de se prendre. De la part de notre avocat. Comment ils font pour trouver les gens qui font ces dépôts? Je me suis posé la même question. Avec ma femme tout à l'heure, on s'est dit la même chose. Mais en fait, c'est les gens, ils sont énervés parce que souvent, il y a des parcs à conteneurs et je comprends pas pourquoi vous n'avez pas déposé vos brols au parc à conteneurs alors que vous avez une limite gratuite. Souvent, c'est des gens, ils arrivent au parc à conteneurs, ils peuvent pas tout déposer, donc en revenant, ils jettent tout. Et en fait, ils pensent pas qu'il y a dans les poubelles, on peut faire les poubelles et trouver votre adresse. Ça arrive très fréquemment. C'est la frustration souvent, quoi. Oui, mais ça arrive très fréquemment qu'on trouve votre adresse dans la poubelle. Enfin, je veux dire, il faut vraiment être débile. Eh bien, vous savez quoi, on s'est dit la même chose avec votre femme tout à l'heure. Voilà, je suis ravi. Qui sera d'ailleurs peut-être présente à votre place lors du fameux dîner aux chandelles pour l'anniversaire de Mickaël ce soir. Mais ça, c'est une autre histoire. Autre destination, nous retournons du côté de Bruxelles et nous allons du côté d'Ixelles, très précisément. Alors, on est en milieu urbain, a priori, sauf que l'ambiance est un petit peu différente et nous rappelle carrément la petite maison dans la prairie. Regardez ce qu'on a découvert dans la presse. Figurez-vous qu'à Ixelles, des brebis vont débarquer pour s'occuper du cimetière. L'échevine qui s'occupe de ça, Valérie Libert, est très très fière de son opération. Elle trouve ça super d'envoyer des brebis dans les cimetières et elle nous parle d'une méthode douce, écologique pour entretenir les espaces verts, préserver la biodiversité, sensibiliser les petits et les grands au respect du climat. J'ai juste envie de vous poser une question. Envoyer des brebis dans le cimetière comme ça, sans prévenir les familles des défunts, il n'y a pas un petit problème au passage? Et il n'aurait pas fallu les avertir avant, les alerter? Eh bien, je me suis rendue sur place pour voir de quoi on parlait. Vous avez vu les brebis? Les brebis ne vont pas... Non, elles ne sont pas encore là. Il y a la transhumance. Elles sont là début novembre. Mais en fait, les brebis ne vont pas brouter au milieu des tombes. Il y a un endroit, un terrain qui est inexploité pour le moment où elles vont être déposées. Ce sera clôturé, donc elles ne pourront pas faire leur petite gambadette au milieu des morts. Et en fait, c'est une initiative plus grande de promouvoir le vivant, tout en conservant évidemment le respect de ce lieu de recueillement. Parce qu'il y a déjà des abeilles qui sont sur place dans le cimetière, si vous ne saviez pas, et il y a un projet d'hôtel à insectes également. Donc en fait, c'est tout un projet que je trouve assez original, assez sympathique pour promouvoir la biodiversité. Pourquoi pas, franchement, le cimetière est ouvert. Il faut expliquer à notre avocat ce qu'est un hôtel à insectes, parce que j'ai l'impression qu'il pense que c'est un espèce d'ibis avec... tout à fait la même chose. Mais c'est un peu coquin, ça pour les insectes, je trouve ça super mignon. Non, c'est pas un hôtel de passe, c'est un hôtel à insectes, je vous rassure tout de suite, Steve. Non, il n'y aura pas de cafetière et de baignoire 5 étoiles, mais je trouve ça assez mignon comme projet. Mickaël, puisque c'est votre anniversaire et que malgré tout les années passent, le jour où vous serez enterré, avoir une petite brebis qui vient comme ça entretenir votre tombe. Non, mais du coup, j'espère bien. Non, je sais, j'ai compris. J'ai compris. J'espère bien. Donc voilà, on peut même élargir, on peut sortir de la prairie et se rapprocher des tombes. En tout cas, de la tombe de Mickaël. On peut aller voir les brebis. Qui est encore bien là avec nous, on rassure tout le monde. Oui, un peu de compagnie, moi, ça me fera pas de mal. Et puis c'est une bonne idée, les ouvriers communaux ne doivent pas tondre, ça gagne du temps. Vaut mieux ça que des tondeuses, des pesticides, etc. Mais ils font ça dans certains parcs, donc pourquoi pas. Très
bien. Je ne pensais pas que ce débat sur les brebis allait prendre de telles proportions, je vous l'avoue, mais je suis très heureux de voir que ça s'enflamme ici autour de la table. Tiens, en parlant des animaux, il y en a un autre qui défraye la chronique en ce moment, c'est le fameux sanglier qu'on a aperçu du côté de la citadelle de Namur. On se demandait qu'est-ce qu'il allait devenir. Figurez-vous qu'il a été adopté par le personnel de la base aérienne de Florène. Assez incroyable comme histoire. Merci au personnel d'avoir fait l'adoption de ce sanglier, comme quoi on a du cœur un peu partout. On a le droit d'adopter un sanglier, il faudrait poser la question, parce qu'en France, il y a une dame qui a un peu défrayé la chronique à cause de ça, qui voulait, on voulait prendre son sanglier pour l'euthanasier. Je crois que quand c'est la base aérienne qui débarque, tu dis on va pas chercher les ennuis, on va les laisser adopter. Oui, ils ont des avions pour se défendre, donc effectivement. Allons faire un tour du côté de Liège, et c'est la 3e destination dans ce tour du pays. Liège qui, vous l'avez vu, ce week-end a été le lieu d'une manifestation. 2500 personnes étaient dans les rues de Liège pour afficher, là encore une nouvelle fois, leur soutien au peuple palestinien. Et les organisateurs ont déjà prévenu, ce n'est que le début. On va remettre le couvert ce week-end. Et ce week-end, figurez-vous qu'on va s'attaquer notamment au magasin Carrefour. La police de Liège, son porte-parole Benoît Ferrière en témoigne. Les magasins Carrefour ont déjà été la cible des activistes, notamment via des campagnes d'affichage. Juste une question, Mickaël, pourquoi les magasins Carrefour et pas les autres? Il y a un truc particulier avec eux? Je mets mes lunettes parce qu'il faut être précis. Thibaut, sans doute parce que Carrefour a des accords depuis quelques années maintenant en Israël, tout le monde ne le sait pas, avec une société israélienne qui détient ses franchises, en fait. Et donc, qui serait, selon le site de l'ABP, qui est l'association belgo-palestinienne que j'ai consultée, active dans les colonies israéliennes. Ce sont eux qui disent ça. Et ce collectif accuse Carrefour d'envoyer des rations alimentaires aux soldats israéliens, mais aussi de soutenir l'existence et le maintien des colonies, ainsi, je cite, que leur utilisation des ressources naturelles palestiniennes à des fins commerciales. Voilà. J'ai vu le sourcil de Steve se froncer. Vous l'avez vu aussi, hein? Je l'ai vu aussi. Il s'est relevé tellement haut que tout le monde l'a vu. Moi, je l'ai entendu, ça fait... Vous voulez rajouter un truc, les campagnes de boycott prennent un tour complètement délirant. Alors, je conseille à tous ces manifestants de ne plus utiliser de téléphone, de quelque marque que ce soit, parce que pour faire des photos et de leurs manifestations, parce que dans tous les téléphones, quelle que soit la marque, vous avez des composants d'entreprises israéliennes. Donc, je propose que tout le monde revienne au téléphone fixe. Ça permettra d'aller le plus loin possible dans le boycott. En tout cas, je ne suis pas sûr que tout le monde soit prêt à ça. En tout cas, d'après vous, si on applique cette logique au magasin Carrefour, il faut aller jusqu'au bout, y compris en se privant de son téléphone. Dans un instant, changement d'ambiance. Odile Villemain, vous la connaissez notamment dans la série Profilage. Elle a été extraordinaire dans le téléfilm L'Emprise, qui a réuni des millions et des millions de téléspectateurs. Elle est en Belgique pour un festival pas comme les autres. Elle vient nous en parler dans un instant, et c'est dans 100% Belge. À tout de suite. Merci d'être là encore et toujours dans 100% Belge. Dans un instant, nous parlerons de Jean Spinette, le bourgmestre de Saint-Gilles, avec une colère inhabituelle. Voilà qu'il en a marre des fusillades au cœur de sa commune. Il a écrit au ministre de l'Intérieur, au procureur du roi, les choses doivent changer, mais comment? On en parle dans un instant. Nous serons aussi dans la zone de police Meuse-SB, où figurez-vous qu'on veut imposer les muselières à tous les chiens lors des rassemblements publics. En tout cas, tous les chiens d'un certain poids. Et vous allez voir que certains maîtres ne sont pas contents, mais avant ça, un peu de légèreté, un peu d'évasion, on ouvre le consulat. Avec ce soir une actrice qu'on adore, elle s'appelle Odile Villemain. On la côtoie depuis des années à travers la télévision, le cinéma. Elle nous a notamment subjugués dans le téléfilm L'Emprise. Pourquoi avoir choisi de vivre avec un type qui vous cognait dessus? Comment est-ce possible, ça? On est une famille, c'est le père de mes petits. Pourquoi t'es comme ça, Marcello? Je voulais qu'on le soit. Et finalement, vous l'avez tué. Je voulais qu'on nous aide. Je voulais juste qu'on nous aide. Bonsoir Odile. On est merci, très heureux de vous avoir. Ah, c'est sympa de commencer par ça. Ah oui, mais ça met l'ambiance tout de suite. D'autant qu'on va, figurez-vous, avoir rendez-vous chaque semaine avec vous, puisqu'à partir du 3 novembre, nous allons tous les lundis vous voir ici sur cette chaîne en diffusant la série Profilage qui vous accompagne depuis des années et des années, même si vous n'êtes plus dans cette série, elle fait partie de votre vie. Donc c'est un premier rendez-vous, quelque part prologue et préliminaire ce soir. Vous venez évidemment en Belgique pour autre chose puisque vous êtes membre du jury du festival du film historique de Waterloo, dont on va voir quelques images si vous le voulez bien un instant, avant de vous demander si c'est pas un peu une respiration et une évasion pour vous. Rejoignez l'aventure du 13e WAF. Sur les terres historiques de Waterloo, vivez un grand voyage dans le temps à travers le cinéma. Épopée, biopic, documentaire, invités de prestige et avant-première du 9 au 12 octobre.
Programme complet sur waterloofestival.be. En vous voyant dans le jury, on s'est demandé si c'était pas cette Odile-là qu'on retrouvait. Voyage, voyage. Celle qui aime les voyages. Alors on connaît, vous en avez parlé dans votre livre, votre goût pour les grandes évasions, l'Islande, le Laos et d'autres choses. Est-ce qu'ici c'est pas une évasion dans l'histoire au sens large que vous venez quelque part chercher chez nous ? Ben, si, je suis bien contente en fait, à plein de raisons, parce qu'effectivement les festivals c'est toujours une évasion et puis un autre espace-temps, et puis moi qui n'ai jamais été hyper intéressée jusqu'à il y a très peu par l'histoire, je suis bien contente de la voir à travers des films aujourd'hui, et les jours à venir. Ça me rappelle en fait... J'étais la semaine dernière en France présidente du jury documentaire du Festival du film politique de La Baule, et je déteste la politique jusqu'à la semaine dernière, et quelque part ça m'a réconciliée, et parce que c'est la politique au sens le plus noble du terme, et là ça me fait cette même sensation avec l'histoire. C'est génial, je suis ravie de parce voir que ça veut dire ça, que le cinéma est là pour nous réconcilier avec des matières qu'on n'aime pas forcément, que ce soit la politique ou pour certains, pourquoi pas l'histoire. Vous allez découvrir des films qui vont vous subjuguer. Je peux vous poser une question un peu personnelle? Je sais qu'au début de votre carrière, vous avez un peu souffert du syndrome de l'impostrice, comme on dit parfois, en disant « est-ce que j'ai vraiment ma place dans le métier ?» Le fait d'être membre aujourd'hui affirmé d'un jury qui va donc juger d'autres films, ça veut dire que ce problème-là de légitimité, il est totalement résolu aujourd'hui? Non, je suis toujours au début de ma carrière. C'est vrai? Vous avez toujours l'impression parfois que vous n'êtes pas à votre place malgré toutes les années et tout le métier que vous avez? Non, j'ai la sensation d'être à ma place parce que j'aime ce que je fais, j'adore ça. C'est vraiment mon élément. J'ai pas mis l'ego là, quoi. Vraiment, clairement pas du tout, quoi. Donc je me sens pas impostrice, mais je suis toujours un peu étonnée agréablement qu'on me donne ce statut-là, ouais. Parce qu'ils sont loin les cours Simon que vous avez fait, je vais pas dire presque par hasard, en vous demandant s'il fallait rester dans la filière amateur ou professionnelle. Ça y est, là maintenant vous vous considérez actrice. Oui, je suis une actrice. Voilà, c'est bon, ça, on y est. J'ai pas peur. Ça c'est réglé désormais. Et il y a aussi un truc qui est assez important chez vous. On sait que les rôles vous les prenez à cœur. Alors j'imagine que c'est le cas pour plein de comédiennes et plein de comédiens, mais vous avez évoqué un souvenir très particulier. Je me souviens d'une visite chez un ostéopathe qui m'avait dit « Madame, vous êtes une femme battue ». À l'époque, vous jouiez simplement le rôle d'une femme battue, vous ne l'étiez absolument pas dans la vie, mais votre corps s'était quelque part emparé de cette histoire tellement fort. Est-ce que le fait de venir comme ça dans des festivals, c'est un moment où vous appuyez sur pause parce que les rôles sont tellement prenants pour vous? Ouais, alors j'adore ça, c'est assez masochiste. C'est une histoire belge en plus, vous savez ça. C'est vrai? Oui, c'était quand je tournais l'Emprise, on a tourné à Bruxelles. Et l'ostéopathe était belge, du coup? L'ostéopathe était belge, oui. Ok, c'est lui qui vous a diagnostiqué à ce moment-là comme femme battue. Oui, alors il ne m'a pas diagnostiqué, mais effectivement, il m'a dit que mes organes étaient dans le même état que les femmes battues, qu'il allait prendre possession de mon corps. Je me suis fait envoûter en Belgique, c'est vraiment... je ne sais pas comment le prendre. Et vous revenez, donc... on a adoré, oui. J'ai oublié la question, du coup. Est-ce que c'est un moment de respiration entre deux tournages et de dire je lève le pied, quoi? Ah oui, complètement. Alors après, c'est toujours aussi enrichissant, quoi. Enfin, je veux dire, moi j'aime bien... Moi, j'aime bien plonger dans mes personnages. C'est pas franchement douloureux, en vrai. Pour les autres, c'est douloureux pour les autres à regarder. Mais moi, franchement, je suis un poisson dans l'eau et j'adore faire ça. Après, il faut que je sais que je flirte souvent avec les limites et il faut que je fasse attention. Mais bon, je suis assez rodée maintenant. Touchons du bois. Ouais, mais en fait, faire ça pour moi est assez joyeux. Aussi joyeux que dans un festival. Alors après, il n'y a pas d'enjeu dans un festival comme l'impression que je me mets sur les personnages. Mais... Puisque vous évoquez vos personnages, l'un des derniers souvenirs qu'on a avec vous, c'est dans une série qui s'appelait Un soupçon, qui était absolument extraordinaire. C'était sur France Télévisions, souvenez-vous. Vous savez pas jusqu'où on peut aller quand on aime quelqu'un comme moi j'aime. Cette femme, c'est le mal incarné. Vous verrez, elle va rentrer dans votre tête, exactement comme elle est rentrée dans la mienne. Elle vous déstabilisera, et vous ne pourrez rien contre elle. Bon, du coup, nous, on est très heureux de vous revoir dans Profilage à partir du 3 novembre, mais on regarde les programmes télé en disant quand est-ce qu'il y a un truc nouveau qui débarque avec Odile Villemain? Est-ce qu'on peut avoir une petite info ou un scoop sur le prochain projet qui débarque? Je sais pas quand est-ce qu'il débarque en Belgique, mais en tout cas, j'ai tourné en début d'année une mini-série en 6 x 52 minutes adaptée d'un roman de Franck Tillier qui s'appelle Il était deux fois, qui est génial.
Franchement, voilà, si on me connaît un peu, je suis pas langue de. C'est franchement canon. J'ai adoré jouer ça. Et étonnamment, c'était un des rares personnages où j'ai eu du mal, dont un des tournages. Ouais, j'ai eu du mal à sortir. Je sais même plus le dire d'ailleurs. Un personnage fascinant. C'est un polar, mais voilà, c'est une histoire qui commence en 2013 d'un gendarme dont la fille a disparu. Donc, en l'occurrence, je suis la gendarme et la mère dont la fille a disparu. Et on ouvre en 2013 sur la dernière battue, infructueuse, le début de la descente et puis l'enquête qui s'arrête. Et évidemment, mon personnage qui décide de reprendre l'enquête un soir, voilà, sur un lit dans un hôtel, à étaler tous ses papiers. Et puis, elle s'endort et se réveille, il est 2025. Alors, si vous savez nous négocier les droits pas trop chers pour LN24, ça nous arrange évidemment. On va se reparler à la sortie du studio si vous avez encore 2 minutes. Merci beaucoup Odile Villemain d'être passée nous voir. On rappelle que le WAF, c'est du 9 octobre au 12 octobre, que vous serez d'ailleurs en séance de dédicace, je crois, ce dimanche. Et parmi tous les films qui font partie, quelque part, des nommés, il y a notamment ce fameux film qui raconte l'histoire de Simone Signoret et d'Yves Montand et qui s'appelle « Moi qui t'aimais ». Merci d'être passée nous voir. Merci. Merci à vous. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Je veux que tu l'appelles et que tu lui dises que c'est fini. T'entends? Et je t'aimais. T'entends ce que je dis? Nous vivions tous. Je te demande pardon. Les deux ensemble. Arrête! Toi qui m'aimais. Moi qui t'aimais. Jordan n'a pas eu le temps de demander sa photo. Elle est déjà partie. Mais non, je sais que vous étiez là avec votre téléphone portable et oui, il m'a dit dans l'oreille, j'ai demandé un autographe. Ça a été trop vite. Pas du tout. Mais c'est pas grave. Vous allez vous rattraper avec la remise des diplômes. C'est parti. Oui. Avec au cœur de cette remise des diplômes un premier visage, ce visage, c'est celui d'Elio Di Rupo. Vous savez qu'entre Elio Di Rupo et Georges-Louis Boucher, c'est un peu « je t'aime moi non plus » depuis des années et des années. Ces deux-là, un coup, on s'envoie des compliments, l'autre coup, on se tire un petit peu dans les pattes. Ça a démarré il y a des années au conseil communal du côté de Mons. Et puis voilà que les choses s'enveniment une nouvelle fois avec le post publié par Elio Di Rupo qui s'adresse directement à Georges-Louis Boucher qui avait pointé la responsabilité de la gauche dans les menaces de mort dont il était l'objet. Eh bien, quelque part, Elio Di Rupo lui répond par cette formule cinglante « Qui sème le vent récolte la tempête ». Alors, on n'est pas là pour polémiquer, mais je voudrais quand même voir avec vous, Camille, tous ces hommes politiques, que ce soit Elio Di Rupo, que ce soit Paul Magnette, disent tous, nous aussi, on a été victimes de menaces de mort. En gros, combien de nos hommes ou de nos femmes politiques sont aujourd'hui sous protection? Parce qu'on a l'impression que c'est leur lot commun. Alors, c'est le centre de crise national qui décide des mesures de protection nécessaires. Alors, je les ai appelés, ils m'ont dit, consultez, on a sorti un article fin août avec tous les chiffres. Donc, j'ai été voir ça, évidemment. Eh bien, au premier semestre 2025, le centre de crise a ouvert 46 nouveaux dossiers pour des personnes qui étaient menacées dans l'exercice de leurs fonctions. Alors ces mesures, elles font partie c'est pour les personnalités publiques, donc les femmes et les hommes politiques, les magistrats et les policiers. Et donc en fait, ils disent qu'au total, le 27 août, il y avait 59 personnes qui étaient protégées. C'est énorme, hein. C'est quand même 59 beaucoup. Personnes. Et j'imagine que la liste a plutôt tendance à s'allonger qu'à se rétrécir. Il y en a eu pas mal de nouveaux, quoi. Alors, je voudrais quand même vous entendre l'espace d'un instant, Steve, sur le volet un peu plus politique. On a notamment Corentin de Sales, qui est membre président même du Centre Jean Gaulle, qui a déclaré l'argument d'Elio Di Rupo, ça ne vaut rien. C'est un peu comme l'argument de la mini-jupe, sous-entendu, si tu l'avais pas mise ou si tu n'avais pas dit ça, il te serait pas arrivé de problème. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'avocat, de cette polémique politico-politicienne ? Alors, je pense que la formule d'Elio Di Rupo n'était pas heureuse de dire, voilà, en gros, tu l'as cherché. C'est un homme tellement intelligent et j'ai vraiment beaucoup de respect pour sa carrière. Je crois que ce qu'il a voulu dire là-dedans, c'est que quand on se met finalement dans le débat et dans la controverse publique, on a évidemment un peu plus de chances d'être soumis à des menaces de mort qui sont le lot de nombreux politiciens qui sont au devant de la scène. Voilà comment vous l'interprétez. Voilà comment je l'ai compris. Avec toute la douceur qui vous caractérise. Voilà, il veut sauver la Wallonie. On en parlera sur Twitch ce soir ou pas? Je ne sais pas si on en parlera sur Twitch. Non, c'est mon anniversaire ce soir. On parlera de mon anniversaire. Pas de polémique, on reste sur l'anniversaire de Michael sur Twitch ce soir. Autre personnalité qui fait l'actualité dans cette remise des diplômes, c'est Jeff Bezos. Jeff Bezos, l'une des principales fortunes mondiales, qui a un petit accent belge. Mettons un coup de Brabançonne si vous le voulez bien, parce que vous savez ce qu'on a découvert. Il est à Paris en ce moment.
Il est notamment au défilé Chanel, où on l'a entreaperçu avec sa femme, mais pour arriver jusque-là, et dans les rues parisiennes, il se balade avec une voiture belge, immatriculée en Belgique. Jordan, vous êtes l'enquêteur principal de cette émission. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'il fait dans une voiture belge? Je l'ai appelé cet après-midi. Ouais. En toute modestie, évidemment. Salut Jeff. En fait, ils ont fait appel à une société qui est basée dans la banlieue parisienne. Et en fait, cette société, la maison mère, est belge. Et donc, je vous explique un peu. En fait, c'est une société belge qui est dirigée par un ancien sportif de haut niveau belge également en athlétisme. Et donc, toutes les voitures blindées qui sont louées en France, elles sont très très souvent belges parce qu'en France, en fait, il est impossible d'acquérir ou de louer des voitures ce type aussi protégées, aussi blindées. Exactement, parce que tout simplement, il n'y a pas de compagnie assurance qui sont d'accord. Il n'y a aucune compagnie d'assurance qui est d'accord de couvrir. Donc on a fait venir la voiture de Belgique juste pour lui. Oui, tout à fait. Alors ça fait voilà. En même temps, c'est en France. À Paris, c'est pas très très loin. Mais il est assuré en Belgique aussi. Donc en fait, la voiture est assurée en Belgique alors qu'elle exerce elle est en France. Mais c'est Magouille et compagnie. Mais non, pas du tout. C'est juste... Vous allez la bosser pour ce soir. Hein, pour la liberté de circulation des services et des personnes. Bah oui, tout à fait. On a droit. On est en Europe. Il n'y a pas de Par contre, si vous avez le numéro de Jeff Bezos, que c'est un peu le patron de Twitch en fait en même temps. Il peut vous aider au passage. Oui, voilà. Ouvrez votre carte d'identité. Quand même, pour vous situer un peu la qualité de cette voiture, il y a 2 grenades peuvent exploser en même temps que les passagers seront toujours protégés. D'accord. Donc c'est un peu pour vous dire moi mon assurance, je trouve que je paye déjà beaucoup trop cher, mais à mon avis lui ça doit coûter bonbon. Hein. Alors hasard ou coïncidence, figurez-vous qu'on apprend pile poil aujourd'hui que Amazon va investir 1 milliard supplémentaire en Belgique. Est-ce qu'il a voulu nous remercier comme ça pour la voiture? On ne sait pas. Ils ont profité de la visite de la princesse Astrid, la visite d'État, comment est-ce qu'on a mission économique, c'est comme ça qu'on appelle ça, mission économique en Californie, pour annoncer la bonne nouvelle. On ne sait pas trop où le milliard va aller, ni à quoi ça va servir. C'est vos amis Amazon, vous qui protégez les consommateurs, vous avez beaucoup d'ennuis avec eux? Non, ils ont beaucoup de transactions, donc il y a il y a quand même pas mal de plaintes, mais qui est à la hauteur finalement du nombre de transactions qui sont passées. Si je regarde par exemple dans les statistiques test achat, il y a des remboursements refusés, des commandes annulées, qualité, conformité de produit, mais pas plus qu'un autre. Par contre, il y a une grosse procédure américaine qui a été close par une transaction à 2,5 milliards de dollars pour ce qui était le fait qu'ils proposaient le service Prime, mais sans demander le consentement d'un certain nombre de consommateurs. Ça arrive peut-être souvent. C'était par défaut, on payait pour l'abonnement. Exactement, et ce qui n'arrive pas très souvent. Par contre, c'est de clore une procédure judiciaire moyennant une transaction de 2,5 milliards de dollars. Si vous avez un problème avec un colis ou autre chose, n'hésitez pas. J'ai l'impression que ma mère, elle a déjà eu ça. Elle était mais qu'est-ce que je débitais tous les mois. Et en fait, c'était actif sans qu'elle dise, sans qu'elle je vous présente le meilleur avocat du pays qui peut résoudre ce problème-là. Si vous en avez un, pour les voyages. Passez son numéro à votre maman. Il est disponible pour les mamans, pour les grands-mamans, pour les arrière-grands-mamans, pour toutes les générations. Pour toutes les générations. En attendant, 3e visage au cœur de cette remise des diplômes, c'est celui de Jean Spinette. C'est le bourgmestre de Saint-Gilles qui est particulièrement énervé parce que sa commune est le lieu de fusillade. Cette fois, c'est une école qui a été touchée, une vitre d'une classe qui a été touchée par une balle. Imaginez, il y avait des enfants juste derrière ça. Il a donc sorti sa plus belle plume pour écrire au ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin. Il a également écrit au procureur du roi, Julien Moinil. Voilà ce qu'il dit. Ce mardi, je suis allé rencontrer un instituteur de primaire pour le rassurer. J'étais moi-même accompagné de 2 agents après la découverte d'une balle fichée dans le châssis de la fenêtre de sa classe. On est chez les fous. Michael, est-ce que les écoles ne bénéficient pas d'une protection renforcée vu le climat en ce moment à Saint-Gilles? En tout cas, à Saint-Gilles, non, il n'y a pas assez de policiers pour assurer la surveillance des écoles. Alors c'est très clair, j'ai eu ce matin le bourgmestre de Saint-Gilles. Alors, honnêtement, chez qui les sentiments se mélangent un peu. C'est de la colère, c'est de la tristesse et c'est de la résignation aussi. Et résignation, pourquoi? On parle quand même d'une balle perdue dans la fenêtre d'une école. C'est pas n'importe quoi. Non. Je veux dire, voilà, on est passé à 2 doigts d'un drame. Même si ça a eu lieu la nuit, etc., machin, ok. Mais il a, lui, le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de prise de conscience de la situation. Il lance donc, j'ai lu la lettre, en fait, qu'il a envoyée, il lance un véritable appel en disant, cette lettre n'est pas une dénonciation, c'est un appel au secours, à la solidarité et un appel à la prise de conscience. Alors, pourquoi il lance cet appel? Parce que, en fait, cette commune a une situation un petit peu atypique par rapport aux autres communes de Bruxelles.
les policiers locaux sont systématiquement mobilisés pour d'autres choses que leur tâche principale. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre du Midi, parce qu'il y a le foot. Sur Saint-Gilles aussi, dont il faut s'occuper. Parce qu'il y a la prison de Saint-Gilles, qui prend du temps énormément aux policiers, ne fût-ce que pour les transferts de prisonniers, etc. Donc, ils sont systématiquement en train de se mobiliser pour d'autres choses. Donc, pour le bourgmestre, il faut que toutes les zones de police collaborent ensemble davantage. C'est déjà le cas pas mal entre les zones de police des 19 provinces. Mais il y avait le projet de fusion aussi. Alors, oui, mais ça, justement, c'est un truc, selon lui, qui fait peur aussi un petit peu aux policiers qui ne s'engagent pas forcément dans la carrière de policier, parce que cette réforme de la police, elle fait peur en fait aux gens qui veulent peut-être embrasser la carrière. Et je l'ai déjà dit ici, et je me suis fait démonter sur les réseaux sociaux quand je l'ai dit ici. Bon anniversaire. Merci. Ça gagne pas énormément à la police. Un agent de police, un inspecteur, il gagne pas des sommes folles non plus. Donc il n'y a pas grand monde qui va embrasser cette carrière. Lui, ce qu'il demande, c'est que même en dehors de Bruxelles, éventuellement, qu'il y ait des policiers qui donnent un coup de main, si c'était possible. On pourrait imaginer que 2 policiers de Waterloo viennent par exemple une semaine à Saint-Gilles pour assurer... Ou pour des événements spécifiques, quand il y a le foot, ou renforcer pour des événements spécifiques. Un peu plus de solidarité finalement entre toutes les polices du pays. Et qu'on donne des moyens à la justice aussi, il insiste beaucoup là-dessus. Camille, je sais que vous avez un pouvoir de persuasion et parfois même d'influence. Si vous deviez ce soir regarder votre caméra en disant... Engagez-vous dans la police, on a besoin de vous, la population a besoin de vous en ce moment. Est-ce que vous seriez prête comme ça à lancer quelque part un message en disant si vous aujourd'hui, si vous avez la vocation, mais n'hésitez pas, on a besoin de renforts? Oui, c'est un métier que je trouve noble et honorable, et malgré que le financement ne suive pas, on pourrait dire la même chose des journalistes. C'est la même chose, mais c'est un métier qu'on fait par passion, par vocation, parce qu'on sait que c'est utile à la société, et on le voit. La sécurité, c'est primordial, encore plus dans des zones où il y a des enfants qui sont autour des écoles. C'est primordial. Donc, si vous voulez vous engager, faites-le. Et j'espère que les gens continueront de s'engager. Moi, j'ai juste une réflexion par rapport à ça. On me dit toujours que prévenir, c'est guérir. Donner des moyens à la justice pour que la justice puisse démanteler les réseaux de criminels, ça permettrait d'éviter, je pense, davantage ce genre de choses, d'éviter de retrouver des gens avec des armes dans les mains dans nos rues et protéger nos enfants. Et le sourcil de Steve, c'est une nouvelle fois relevé, mais ça, nous en parlerons dans un instant. Parce que dans un instant, son deuxième sourcil va peut-être se lever. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande affaire qui nous emmène dans la zone de police Meuse-SB, où figurez-vous que désormais, on demande à tous les propriétaires de chiens, lors de grands rassemblements, de leur mettre une muselière, en tout cas quand les chiens ont plus de 40 kilos. Et ça ne fait pas plaisir à tout le monde. On en débat dans un instant, c'est dans 100% belge. Est-ce que la régie peut faire un gros plan sur le sourcil de Steve? Regardez bien ce sourcil. Nous verrons dans un instant s'il se relève, s'il se dresse ou pas, parce que la grande affaire de ce soir va faire du bruit une nouvelle fois. On parle souvent de chiens sur le plateau. Nous sommes dans la zone de police Meuse-SB qui couvre 6 communes, dont la commune d'Amay, par exemple. On est donc en province de Liège, commune relativement tranquille, mais où désormais une guerre a éclaté entre d'un côté les propriétaires de chiens, en tout cas de chiens un peu costauds, et de l'autre les forces de l'ordre, en tout cas la zone de police, qui a pris des mesures très strictes. C'est tendu, excessivement tendu à cause de ça. Regardez cet article qui est paru dans la presse. Eh bien oui, figurez-vous que désormais, les chiens de plus de 40 kilos devront obligatoirement porter une muselière, peu importe leur profil, lorsqu'il y a un événement et un attroupement public. Tous les chiens sont-ils visés par ce règlement ou pas? On fait le point avec Lionel Kremer avant d'en débattre autour de la table. Il n'avait plus été modifié depuis près de 10 ans. Le règlement général de police de la zone Meuse-SB a été revu et adopté depuis le 1er octobre par les 6 communes qui la composent. Et parmi les 122 articles, il y en a un qui fait déjà débat. Désormais, le port de la muselière lors de rassemblements publics sera imposé pour certains chiens. Lors de manifestations, de rassemblements et ou d'événements à forte densité de public sur la voie publique, dans les transports en commun et dans les endroits privés accessibles au public, le port de la muselière est obligatoire pour les chiens dont la hauteur au garrot dépasse 40 cm, pour les chiens dont le poids dépasse 20 kg. Une mesure qui entend prévenir les risques d'accidents, notamment lors de fêtes ou de brocantes, où les chiens peuvent parfois se montrer imprévisibles. Mais alors, pourquoi ce changement maintenant ? Avoir une liste de chiens dangereux n'était plus vraiment la meilleure façon de procéder. Souvent, les chiens à l'origine de morsures ne sont pas ceux de la liste. On en est arrivé à la conclusion que la liste n'était plus d'actualité quand la conservant, on risquait de passer à côté de la dangerosité de ceux qui sont mal éduqués. Revoir cette mesure, cela vise à protéger les citoyens. Mais du côté des propriétaires canins, on a du mal à comprendre cette nouvelle mesure.
Faire porter une muselière à un chien, ce n'est pas évident, il faut l'habituer. Puis le chien utilise son odorat pour sociabiliser avec les autres chiens. Lui mettre une muselière, cela l'en prive. Prendre pareille décision, c'est méconnaître le mode de fonctionnement d'un chien. Un point de vue sur lequel se rallient les éducateurs canins. Ils rappellent que c'est l'éducation et la socialisation qui permettent avant tout d'éviter les morsures. Une pétition circule déjà dans la zone Meuse B pour demander la révision du règlement. J'ai parlé de 40 kilos, vous aurez corrigé, c'est donc des chiens de plus de 20 kilos. Steve, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous allez pouvoir vous exprimer dans un instant. La mauvaise, c'est qu'il y a désormais une caméra sourcil que l'on peut dégainer à n'importe quel moment. Faisons un essai pour voir si ça marche. La caméra sourcil est prête. Donc on verra dans un instant si elle se redresse ou pas. On démarre par vous, Michael. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous comprenez le système de la muselière par prévention ou alors c'est pas une solution? Mais bien sûr, et pourquoi pas leur mettre aussi un bouchon au bas du cou pour éviter qu'ils fassent des crottes plus grosses que les autres. Non, excusez-moi, il y a un moment, il faut foutre la paix aux animaux. Et comme on le disait dans le reportage, c'est pas les chiens le problème. Le plus souvent, c'est les maîtres, en fait, qui oublient juste un tout petit élément, c'est qu'un chien, quand on le reçoit, qui vient à la maison, quand il est chiot, etc., c'est tout mignon, on joue avec, etc. Puis ça grandit, ça mange. Il faut l'éduquer, parce que sinon, il fait des bêtises. Quand le chien, il vient dans le canapé, c'est pas la faute du chien, c'est parce que vous lui avez pas interdit d'y aller. Donc c'est complètement idiot, comme je voudrais qu'on foute la paix aux animaux. Vous imaginez une muselière, c'est comme si on vous enlevait un sens, en fait, pour l'animal. Et l'odorat, c'est peut-être le sens le plus important. Le plus développé. Le plus développé pour un chien. Donc c'est stupide, quand même. Je rappelle que c'est le papa de plusieurs animaux qui parle ce soir. La preuve, regardez une photo de votre chien, de l'un de vos chiens, parce que vous en avez une véritable armée à la maison. Voilà. C'est Jazz. Et ouais, Jazz n'a pas de muselière. Il sait se conduire parce qu'il a été bien éduqué. Je refais un deuxième test sur le sourcil. Est-ce que ça marche toujours? La caméra sourcil fonctionne? Parce qu'on va en avoir besoin dans un instant. Faisons le test avec la régie. La caméra sourcil. Oui, ça va, elle fonctionne. On arrive chez vous dans un instant. Steve, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, Camille, votre avis là-dessus? D'accord avec Mickaël? C'est les maîtres qu'il faut éduquer? Moi aussi, j'ai un petit chien et je trouve ça horrible. Vraiment, les obliger tous à porter une muselière, c'est comme si on punissait une classe entière pour une bêtise d'un seul élève. Et en plus, je suis sûre, la plupart, ils sont inoffensifs. Et pour moi, oui, il faut renforcer l'éducation canine. Il faut que les maîtres éduquent leurs enfants, éduquent leurs chiens plutôt que de punir les chiens. C'est pas eux les responsables. Éduquons les maîtres et mettons éventuellement une muselière, c'est la formule du moins à certains maîtres. Pourquoi du con? Et du con, pardon, j'avais pas compris. Ah non, oui. Excusez-moi, j'avais pas compris. Alors c'est le moment, c'est l'instant, parce que Steve, nous allons pouvoir vérifier en temps réel si oui ou non votre physique parle ou seulement votre voix. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet? Alors, moi tout le monde était tellement sur le sourcil qu'il y a eu un moment de silence. Moi, j'ai un avis relativement discordant. D'abord, il faut se dire que ce n'est que dans certains événements, des événements de grande ampleur, on ne vise pas à priver les chiens dans leur vie au quotidien de leur odorat, c'est dans certains éléments. Moi, je considère très souvent, en tout cas de mon expérience, que les propriétaires de chiens, dès lors qu'il ne faut pas de permis pour avoir un chien, sont souvent, et on le voit dans les parcs, assez mal éduqués. Ils ne tiennent pas en laisse, malgré le fait qu'on rappelle qu'il y a un règlement. Et je pense que lorsqu'il y a des événements quasi tous les mois où il y a des morsures d'enfants et on a toujours les mêmes réponses, il était si gentil avant. Alors à un moment, il faut prendre une décision. Soit on décide qu'il faut un permis pour avoir un chien, soit on décide en effet de prendre des mesures qui sont celles-là en disant dans des grands événements, vous devez les prendre en laisse, mettre une muselière. Et je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup trop d'accidents et beaucoup de propriétaires qui ont des chiens et qui sont parfaitement inconscients. Et honnêtement, je pense que il existe ce permis, c'est juste qu'on est beaucoup trop laxiste sur l'attribution de ce permis, mais il existe. Alors je ne suis pas si sûr. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé d'aller à un événement, à un concert de grande ampleur avec votre chien. Si vous le faites, il y a potentiellement un risque et je pense que à tout le moins. Mais ça peut être contre-productif, ça peut peut-être rendre le chien fou d'avoir justement cette muselière. Ça peut faire l'effet inverse. C'est absolument nécessaire et si vous regardez dans les événements, si vous regardez dans les événements dans les parcs, moi je peux vous dire que je remarque un nombre très important malgré le texte du règlement très clair à l'entrée des parcs où les gens ne respectent pas. Et je pense qu'il faut prévenir les accidents à un moment. Je comprends qu'on dise que c'est pas une bonne chose pour le chien, mais en même temps, s'il n'y a pas d'autre solution et si les accidents continuent, je pense qu'il n'est pas de mal de se dire qu'il y a des règles restrictives lorsqu'on est dans un grand public. Je laisserai Mickaël conclure dans un instant. Je laisserai Mickaël conclure parce que je l'ai vu faire des petits bonds quand on a parlé du permis concernant la détention des animaux. Mais d'abord, on n'a pas encore entendu Jordan. Moi, je suis totalement contre. Je trouve que c'est vraiment une grosse bêtise parce que moi, pour prendre exemple chez moi, j'ai un beagle. C'est des chiens qui sont réputés pour être hyper gentils. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont utilisés ils sont utilisés pour faire des expériences médicales, etc. Et donc, ils sont réputés pour ne pas mordre, etc. Et c'est un chien de chasse.
Et en fait, si je sais très bien, si je le prive en lui mettant une muselière, en fait, il va devenir encore plus fou. Vous dites attention à l'effet contre-productif, c'est très intéressant. Mickaël, pour conclure sur ce fameux permis. Alors le permis, d'abord, il sert quasiment à rien, si ce n'est qu'à demander aux gens d'aller faire la démarche auprès de la commune pour avoir un permis, parce que les refuges considèrent que s'ils font la démarche auprès de la commune, c'est qu'il y a vraiment une volonté de s'en occuper un après. animal et de s'en occuper. Et à payer aussi. Le deuxième truc, c'est qu'en présence d'un chien, on fait pas n'importe quoi. Il n'y a pas que les propriétaires, il y a aussi les autres, ceux qui les entourent. Quand on veut caresser un chien qu'on connaît pas, etc., évitez de le faire, demandez d'abord au propriétaire, ne prenez pas de risques non plus, parce que si les gens se font mordre, c'est aussi parce qu'ils approchent un animal que l'animal ne connaît pas. D'où l'intérêt de limiter leur liberté dans un grand public où vous avez plein d'enfants. Vous ne mettrez pas d'accord ce soir. Calez votre sourcil. Mais c'est parce que Steve, il a pas de chien. Non, mais C'est vrai qu'il n'y a pas de chien. à propos du sourcil de Steve, j'ai envie de voir comment il va réagir à l'info de dernière minute. On veut quand même en parler ce soir. C'est parti. Cette info de dernière minute, elle n'est pas en Belgique, mais elle nous concerne malgré tout. On est du côté de l'Assemblée nationale en France, où la journée a été une nouvelle fois très agitée. Est-ce qu'il y allait avoir la chute du gouvernement? Oui, mais est-ce qu'on allait dissoudre l'Assemblée ou pas? Pour l'instant, non. On s'achemine peut-être vers une petite solution, un compromis. Steve, comment votre sourcier regarde ça depuis la Belgique? Vous êtes tétanisé, effrayé ou pas? Je suis vraiment déprimé parce que finalement, je préfère de loin être en désaccord avec une politique qui est menée qu'un système dans lequel la politique est paralysée. Rien n'est effectué. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de problème de cadrage ce soir. C'est une volonté de regarder en permanence. On va le faire une dernière fois, le sourcil de Steve, pour voir s'il se redresse, s'il se détend. Nous sommes en fin d'émission. Dernier plan sourcil, s'il vous plaît, du côté de la régie, pour voir si on... Voilà. Un clin d'œil, un clin d'œil. Il faut les revoter ou pas en France? Je n'en sais rien. En tout cas, s'ils n'arrivent pas à trouver un compromis, parce qu'en Belgique, on a l'habitude, la région bruxelloise exceptée, de se dire qu'on est en désaccord, mais qu'on est d'accord de trouver un compromis. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord là-dessus, il vaut peut-être mieux voter que d'attendre 2 ans sans qu'aucune politique nous soit menée. La voix de la sagesse a une nouvelle fois parlé. Merci Camille, merci Jordan, merci Steve, merci Mickaël et bon anniversaire ce soir. On s'arrange pour l'addition à la sortie du studio dans un instant. Tout le monde veut prendre sa place avec Cyril Ferraud, suivi de la série Section de recherche. 2 épisodes inédits sur LN24. On vous dit belle soirée et à demain. Salut.